Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jérémy Hadjedj, le fondateur d'Ecomatelas, qui propose une literie reconditionnée, innovante et fabriquée en France. Le débat de cette émission portera sur la production de café, comment réduire l'impact écologique du secteur, comment rémunérer les producteurs de manière équitable. On répondra à ces questions tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez WeLive et sa solution numérique de communication participative, ou comment fédérer sa communauté autour de challenges à impact positif. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Le secteur de la literie pour commencer cette émission. Notre invité est avec nous en duplex, en visioconférence, Jérémy Hadjedj, le fondateur d'Ecomatelas. Bonjour, bienvenue. Je commence par une question de présentation. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée Ecomatelas ? Alors Ecomatelas a été créé en 2017, donc il y a 6 ans aujourd'hui. Et à la base, c'est une idée familiale puisque j'ai moi-même donc une partie de ma famille qui exerce dans le secteur de la literie. Et on s'est rendu compte au cours de discussions familiales qu'il y avait énormément de matelas qui étaient jetés inutilement, notamment des matelas que ma famille récupérait justement auprès d'hôtels quand il y avait des renouvellements de literie. Et finalement, ces matelas étaient assez peu usagés et de très très bonne qualité, puisque c'était des matelas d'hôtel évidemment. Donc un jour, on s'est simplement dit, c'est quand même du gâchis, est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ces matelas? Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Ecomatelas, donc de créer finalement des nouveaux matelas à partir d'anciens matelas très qualitatifs. Ce reconditionnement des matelas, mais d'abord le constat de ce que ça représente. Chaque année en France, plus de 5 millions de matelas qui sont jetés à la décharge. Qu'est-ce que ça signifie, Jérémy Hadjedj, en termes de pollution? Combien de temps ça met à se dégrader un matelas et avec quelles conséquences? Alors oui, effectivement, donc 5 à 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année, et sur ce nombre de matelas, il y en a encore assez peu qui sont recyclés finalement. La plupart finissent soit enfouis sous terre, soit incinérés. Un matelas qui est enfoui sous terre, ça met à peu près 100 ans, un siècle, à se biodégrader. Et un matelas qui est incinéré, évidemment, va aussi rejeter des polluants dans l'atmosphère qui sont très néfastes pour l'environnement. Donc, ce sont deux solutions qui ne sont pas du tout adaptées à nos problématiques environnementales actuelles, alors que le reconditionnement et le réemploi de ces mousses, de ces matelas, permettent effectivement d'avoir une réponse immédiate. Quand vous dites assez peu de ces matelas sont ou étaient recyclés, ça représente quel pourcentage? Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Et puis surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas ou il n'y avait pas de filière de recyclage? Alors la filière existe depuis 2013, donc elle est finalement assez récente. C'est tout de même une des premières filières REP, ce qu'on appelle les filières REP, donc en fait la responsabilité élargie du producteur en France. Donc finalement, elle est quand même assez ancienne par rapport aux autres secteurs d'activité comme le bâtiment par exemple, qui date de cette année. Mais malgré tout, les exutoires ont du mal ont du mal à voir le jour. Donc finalement, les industriels du recyclage ont du mal à trouver des solutions pour écouler la matière première. Ce qui fait qu'il y a encore une grosse partie, environ 60% du gisement français, qui reste encore enfoui sous terre ou incinéré. Est-ce que vous pouvez reconditionner tous les types de matelas? Alors quasiment tous, sauf le ressort aujourd'hui. On est en train de faire, d'ailleurs, on est sur une phase de R&D pour trouver une alternative et essayer aussi de reconditionner les matelas ressort. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire. Donc on recycle, on reconditionne uniquement les matelas en mousse, en latex et en mémoire de forme. On voit, pendant que vous nous parlez des images de votre usine, comment ça marche? Comment vous faites? Expliquez-nous. Alors, on a donc créé un procédé qui est unique en France, qui est breveté d'ailleurs depuis 2022 et qui permet donc de remettre à neuf les matelas. Donc, ça consiste en plusieurs étapes. La première, ça va être évidemment de déshabiller l'ancien matelas et on va garder à l'intérieur le noyau. Donc ce qu'on appelle communément dans la literie l'âme du matelas. C'est un peu poétique, mais c'est comme ça qu'on appelle l'intérieur du matelas. Et ensuite, cette âme de matelas, on va venir la retailler. On a des machines qui calculent en fait l'affaissement et l'usure du matelas, et on va en fait garder uniquement le noyau qui est intact à l'intérieur. Donc j'ai un peu l'image du fruit qui fonctionne bien, parce que parfois dans une étale, dans un supermarché, on a
en superficie un fruit qui peut être un peu abîmé. Et une fois qu'on a retaillé la partie qui est abîmée, dessous, on a quelque chose qui est totalement comestible. Et bien, pour un matelas, c'est pareil. Une fois qu'on a retaillé la partie qui est un peu abîmée et un peu usagée, dessous, on a en fait quelque chose qui est totalement propre à la consommation, à l'usage et surtout avec des propriétés techniques similaires à un matelas neuf. Et ensuite, on va nous faire des assemblages de matières. Ça, c'est toute l'expérience que j'ai de par ma famille, de faire des assemblages de différents matériaux pour recréer des produits qui soient tout à fait confortables, avec finalement un confort similaire à un matelas neuf. Et enfin, le clou du spectacle, hein, vraiment le plus important de notre procédé, ça va être l'hygiénisation, la désinfection des matelas. On va finalement donner une hygiène similaire à un matelas neuf grâce à un procédé qui est breveté, qui permet de désinfecter le matelas avec de la chaleur et de l'UV, pas de produits chimiques, uniquement un traitement 100% bio pour donner vraiment un matelas à 99,9% totalement sain. Ça veut dire quoi? Vous éliminez quoi? Les bactéries, les acariens, par exemple? Oui, exactement, exactement. L'idée, c'est vraiment de garantir un produit qui soit dépourvu de bactéries, de moisissures et d'acariens. Donc finalement, comme un matelas neuf, hein. Ils sont beaucoup moins chers que les matelas neufs, vos matelas? Oui, alors c'est l'intérêt d'Ecomatelas, c'est qu'il y a évidemment l'intérêt écologique, le fait de pouvoir éviter l'enfouissement des matelas, mais aussi l'intérêt économique. On répond aussi à une problématique actuelle de pouvoir d'achat des Français avec un matelas qui est quand même 50% moins cher en moyenne. 50% moins cher, j'imagine que ce contexte inflationniste qu'on vit depuis quasiment une année, il doit accélérer votre développement, ça se passe comment? Oui, exactement. On a une belle croissance là depuis 3 ans à peu près. On va d'ailleurs développer un deuxième magasin physique sur la région parisienne et aussi un deuxième centre de production de nos matelas qui va nous permettre de doubler la production à partir de 2024 dès la fin de cette année. Donc effectivement, une belle croissance pour nous là dans les mois à venir. Alors je voudrais qu'on parle aussi de vos actions RSE, puisque finalement il y a ce que fait l'entreprise. Évidemment, par définition, on est dans le reconditionnement, le recyclage et la seconde main, mais vous-même dans je sais pas, la gestion de vos déchets, la consommation d'eau, d'électricité, quel levier vous avez activé? Alors oui, on a effectivement une démarche volontaire environnementale en interne pour aussi être cohérent avec les valeurs qu'on transmet de par notre activité propre de reconditionnement de matelas. Et donc, on est depuis 2021 labellisé Envol. Donc, c'est en fait une labellisation qui est la première étape avant la norme ISO 9001 et qui permet finalement de mettre en place effectivement un cahier des charges en interne qui permet d'avoir une réduction de la consommation d'énergie, une réduction de la consommation d'eau, une responsabilisation des salariés au quotidien sur la gestion des énergies de manière générale et surtout de la gestion des déchets. Donc, ça permet effectivement d'avoir un impact volontaire en interne de notre côté pour être cohérent. Il y a une autre question qui est la question de la logistique quand on est dans le retail, dans le commerce. Là aussi, quel choix vous avez fait? Alors aujourd'hui, on est purement français, hein, on est en tout cas sur la matière première, sur les matelas, on ne récupère des matelas qui ne sont issus que de France. Et pour tout ce qui est produits donc de reconditionnement, notamment les housses qui nous servent à rhabiller les matelas, on s'approvisionne uniquement en Europe, donc en Belgique et en Espagne. Donc on essaye effectivement pour la logistique de s'approvisionner au plus proche de chez nous, localement, idéalement en France quand c'est faisable, pour avoir un impact carbone minimal. Vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix? Oui, effectivement. Alors, c'était assez cohérent pour nous d'associer à la fois l'urgence environnementale, mais aussi l'urgence sociale. Ecomatla est un acteur donc responsable d'un point de vue écologique, mais aussi un acteur responsable d'un point de vue social. Et donc, on a inscrit dans nos statuts le fait d'avoir une mission sociale auprès de certains salariés, notamment des salariés qui peuvent être un peu éloignés de l'emploi, en créant de la réinsertion professionnelle au sein de notre entreprise. On a des métiers qui sont assez manœuvriers et qui demandent finalement peu de compétences spécifiques et qui peuvent permettre à certaines personnes qui ont été un peu décrochées dans leur parcours de vie de remettre un pied à l'étrier, finalement, de reprendre confiance en eux et de revenir au sein d'une structure, travailler en équipe et puis remettre le pied dans le monde de l'entreprise. Vous avez reçu, je crois, assez vite après la création, le label Entreprise remarquable qui est décerné par le réseau Initiative France. Depuis, il y a eu d'autres labels, pas mal de prix. Est-ce que vous voyez, moi je me pose toujours la question de, on voit bien à quoi ça sert en termes de notoriété, mais est-ce que vous voyez l'impact sur le business? C'est-à-dire quand il y a un nouveau label ou un nouveau prix, ça se ressent?
Oui, c'est toujours intéressant, effectivement, d'un point de vue communication et d'un point de vue marketing. Ça peut permettre de donner aussi un gage de confiance auprès des consommateurs. On a notamment reçu aussi le prix de la TPE Occitanie en 2019. Et effectivement, localement en Occitanie, ça nous avait donné une belle notoriété et les gens trouvaient qu'on était du coup une entreprise très innovante et très à la page. Et donc, ça permet de rassurer nos clients. Merci beaucoup Jérémy Adjedj, bravo et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Un café, ça vous dit? Oui, mais équitable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. On parle de café donc avec Rassan Kara, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général France de Café Royal. Et puis on est aussi en visioconférence en duplex avec Stéphane Comard, cofondateur, directeur financier d'Ethicable. Bonjour à vous aussi et bienvenue. On va commencer par présenter Café Royal, c'est une marque du groupe Delica. Alors Delica, c'est un groupe suisse, c'est ça? Alors, Delica, effectivement, appartient au groupe La Migros, qui est un groupe suisse, c'est une coopérative suisse. Oui. Qui a plein de très bons produits, dont le café et la marque Café Royal, qui a été lancée il y a une dizaine d'années en France. D'accord. Si on parle du café, tiens, en général, c'est quoi l'une des boissons les plus consommées? C'est une évidence de dire ça? Après l'eau, c'est la boisson la plus consommée dans le monde. D'accord. Qui a eu un énorme succès depuis très longtemps et qui s'est bien installé dans tous les rayons de nos magasins. Et alors, on va parler du produit que vous avez lancé, d'un café capsule sans capsule. Voilà, la capsule sans voilà, capsule. on le présentera tout à l'heure. Mais ce marché des capsules, il existe depuis quoi? 3 décennies, c'est ça à peu près? Oui, il existe quand même depuis un bon bout de temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est un marché quand même qui est mûr, qui est mature. Est-ce que c'est devenu le principal mode de consommation du café en France? Voilà, en général, les gens consomment très facilement la capsule parce que c'est un mode de consommation facile. On peut boire le café qu'on souhaite quand on veut. Avec une question qui n'est pas tout à fait réglée, celle du recyclage. Absolument. Pourquoi? Voilà. Il y a peu de capsules recyclées aujourd'hui? Alors c'est un véritable enjeu. Pour vous donner un peu une idée de cet enjeu, c'est dans le monde on consomme plus de 60 milliards de capsules qui génèrent plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques et aluminium. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 10 tours Eiffel. Donc le principal enjeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Évidemment, on peut essayer de recycler, de composter. Tout cela est bien compliqué et on voit que dans la pratique, les consommateurs n'y arrivent pas vraiment. Et donc l'enjeu, c'était de trouver une capsule sans capsule. Bon, et vous nous le raconterez. C'est l'objectif de notre innovation. Oui, et vous nous la présenterez dans un instant. Mais je voulais donner la parole tout de suite à Stéphane Comard pour que vous nous rappeliez, on en a déjà parlé ici, d'Ethicable. C'est quoi Ethicable? Présentez-nous cette coopérative, parce que c'est une coopérative. Voilà. Ethicable est une coopérative de salariés qui existe maintenant depuis 20 ans et qui a comme objet social de faire du commerce équitable et de la promotion du commerce équitable. Donc aujourd'hui, on importe d'une quarantaine de différents pays des produits qu'on achète aux conditions du commerce équitable et que nous distribuons sur les réseaux de la grande distribution. Café, ça représente quoi? Est-ce que ça a été un des premiers produits sur lesquels vous avez dit, là, il y a quelque chose à faire, notamment en termes de rémunération des producteurs, évidemment? Alors effectivement, le café est un produit emblématique du commerce équitable, puisque ça a été vraiment le premier produit qui a connu le développement du commerce équitable dans les années 50. Et donc nous, effectivement, au moment où on s'est lancé il y a une vingtaine d'années, on a lancé une gamme de 7 ou 8 cafés. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un des premiers produits, après les chocolats et juste avant le thé, de notre gamme de produits. Alors, on parle très souvent de la rémunération des producteurs, on en dira un mot ensemble, mais je voudrais vous entendre aussi, Stéphane Comard, sur l'impact environnemental de la production de café, parce que c'est aussi l'une de vos préoccupations. Quand on dit café bio, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, effectivement, d'abord, la filière café est une filière avec des enjeux importants. Parce que c'est une filière où les producteurs sont des petits producteurs, souvent entre 1 et 2 hectares au maximum, et qui sont dans des pays de la ceinture tropicale, entre les deux tropiques. Le marché de consommation se fait
dans les pays occidentaux ou au Moyen-Orient. Donc il y a une délocalisation de la consommation et de la production. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, effectivement, le café est une culture d'exportation. Donc l'idée, c'est de pouvoir montrer que la culture du café, qui se fait souvent dans des zones qui sont concurrencées, en tout cas qui viennent en bordure de forêt ou qui sont des fronts pionniers sur la forêt, provoque ou a provoqué un certain nombre d'impacts sur la déforestation il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, la culture du café, elle se doit d'être vertueuse et donc de pouvoir lutter contre ces aspects de déforestation. Ça prend d'autant plus de poids maintenant avec les nouvelles réglementations qui sont en train de se mettre en place, de pouvoir démontrer que la culture caféière peut se faire en parfait respect de l'environnement. Ensuite, sur la partie bio dont vous m'avez interrogé, comme c'est dans 95% des cas une production de petits producteurs qui ont en général pas les moyens d'utiliser des intrants chimiques, il y a une culture qui se fait de manière spontanée comme ça. Et l'idée, c'est d'accompagner ces producteurs pour pouvoir les accompagner dans un chemin de production respectueuse de l'environnement avec des techniques bio, c'est-à-dire sans utilisation d'intrants chimiques et en les accompagnant sur l'utilisation de produits naturels pour pouvoir augmenter la fertilité des sols, augmenter la productivité des arbres et pour améliorer en définitive, parce que c'est ça ce qu'on recherche, c'est le revenu du producteur. Le revenu du producteur. Rassan Karak, il y a donc, on y vient quand même, cette offre de café à capsule. Sans capsule, déjà, comment ça marche? Ça, j'ai une première question de curieux. Voilà, alors en fait c'est tout simple. Vous prenez du café moulu que vous allez comprimer sous forme de boule. Oui. On va ensuite protéger cette boule d'une très fine enveloppe à base végétale. Oui. Et le tour est joué. La boule peut ensuite être mise dans une machine dédiée. Cette machine, dans la chambre d'infusion, on va venir comprimer cette boule. On va venir percer et infuser avec de l'eau. Et donc finalement, vous allez avoir une tasse de café de très grande qualité. Et à la fin du processus, vous allez ouvrir votre bac. Vous allez avoir une boule transpercée, légèrement aplatie, humide, que vous allez pouvoir jeter dans vos plantes ou dans votre jardin. Et au bout de quelques semaines, elle est compostée, elle disparaît. Donc moins d'emballage, moins de déchets. 0% plastique, 0% aluminium, que de la matière organique. Voilà. Il y a quoi? Il y a juste l'emballage. Il y a la boule de marc de café et la petite enveloppe dont j'ai parlé qui est à base végétale. Oui, d'accord. Ça suppose d'acheter une machine quand même. On est bien d'accord. Oui. Donc là, voilà. Donc c'est quand même un nouveau processus. Si on parle d'impact, il y a l'impact des matériaux pour produire les machines. C'est quoi votre ambition? Parce que vous arrivez sur un marché qui est déjà bien installé depuis plusieurs décennies. On l'a dit. C'est quoi votre ambition? Alors notre ambition, c'est quand même d'installer un parc de machines, de devenir la solution de référence. En termes de qualité et en termes de responsabilité écologique. Par contre, comme vous l'avez dit, il faut une nouvelle machine. Cela suppose du temps. Voilà. Et au moment de remplacer sa machine ou de penser à un nouvel achat, c'est l'occasion de faire cette bascule. D'accord. Alors, je reviens, et ça fait le lien avec finalement l'engagement d'Ethicab sur les questions de rémunération des producteurs. Parce que ça, c'est central quand on est une entreprise qui commercialise du café. Quel choix vous avez fait? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est de participer aux programmes qui existent, comme Fairtrade ou Rainforest. Donc, tous nos cafés sont certifiés commerce équitable. Et pour aller un peu plus loin, nous avons développé une gamme qui s'appelle la gamme Impact, en capsule actuellement ou en grains, où on a une relation privilégiée directement avec certaines communautés de producteurs au Pérou ou au Honduras. Et à chaque paquet ou capsule qu'on achète, il y a on reverse un supplément de rémunération à l'agriculteur. Et cela s'accompagne évidemment par, on est présent sur place avec eux pour les aider à diversifier leur culture, à aussi s'organiser en coopérative pour capter une meilleure part de la valeur ajoutée. Donc comme ça, on vend un produit qui est déjà cueilli, séché, versus juste je cueille, je donne à un intermédiaire qui ensuite s'occupe de capter la principale partie de la valeur ajoutée. Comment vous vous assurez finalement, parce que quand on va chercher comme ça effectivement des partenaires, des exploitants, des producteurs qui par définition quand on fait du café sont à l'autre bout de la planète, comment vous vous assurez que ces valeurs que vous proposez aux consommateurs, et ils sont de plus en plus
sensibles à la transparence, les consommateurs, qu'elles sont respectées sur le terrain? Alors, c'est des relations de très très long terme qu'on a installées. La Migros est une coopérative qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs, le fondateur a commencé dans le café au Brésil, pour tout vous dire. Donc, c'est vraiment un produit qui nous tient énormément à cœur et c'est des relations qu'on installe dans la durée. Ensuite, cette quantité de café n'est pas suffisante pour la production. Par ailleurs, on travaille justement avec des producteurs qui sont certifiés, comme on l'a dit tout à l'heure, commerce équitable, ce qui nous permet d'avoir le bon sourcing de produits, les bons achats et d'assurer le respect des valeurs dont on a parlé tout à l'heure. La part de café certifié durable et équitable, c'est dans le monde, c'est pas une colle, hein, mais parce que voilà, on voit qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus adressés par les marques, tout simplement parce que c'est une demande des consommateurs. Mais est-ce que c'est encore minoritaire? Est-ce que ça prend de plus en plus de part? Je ne veux pas dire des bêtises. Voilà. Je reposerai la même question à Stéphane Comard. Voilà, je pense que Stéphane sera mieux à même d'y répondre. Mais c'est clair que c'est la tendance de fond. Voilà, c'est de plus en plus important et de plus en plus précieux. Ça devient de plus en plus il faut l'avoir. Voilà. Alors, c'est intéressant ça, Stéphane Comard. Donc, je vous pose un peu la même question. Un café équitable qui rémunère correctement le producteur, finalement, c'est encore minoritaire sur le marché mondial ou c'est en train de prendre la part? C'est tout à fait minoritaire, malheureusement. Alors, ça progresse, c'est vrai, mais ça reste tout à fait minoritaire. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 4% du marché mondial pour le café acheté aux conditions du commerce équitable. Pour les cafés bio, c'est un petit peu plus, c'est aux alentours de 12%, et ça reste quand même très, très minoritaire. On a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir améliorer cette part dans le marché mondial. Mais est-ce que vous diriez quand même que le secteur est en train de se transformer sous la pression des consommateurs? Ou est-ce qu'il y a encore une méconnaissance des enjeux? Oui, il y a une... Alors, les enjeux sont de plus en plus connus, il y a un mouvement de fond, ça c'est tout à fait vrai. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a encore, malheureusement ou heureusement, puisque c'est passionnant. Donc, mais c'est vrai que les enjeux sont encore devant nous et il faut pas se contenter de ce qu'on fait. Il y a encore pas mal de choses à faire. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce café à capsule sans capsule et les actions de la marque Etikable. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Olivier Ouivet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WeLive, créé en 2019 avec votre ami d'enfance Augustin Bernard. Il faut raconter la genèse, c'est quoi le point de départ de la création de WeLive? Alors, Augustin et moi, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, donc je vais vous la faire courte, mais donc on se connaît plutôt très bien, on est amis, on est meilleurs amis, on est associés. On a fait la même école de commerce, l'ESCA, qui est une école de commerce basée à Paris et à Angers. Et à la fin de notre master, on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant une première application qui s'appelle toujours WeRun, O-U-I-R-U-N. Et le principe, c'est de permettre à des sportifs de se rencontrer pour pratiquer. Donc, c'est orienté autour de la course à pied. On a à peu près 50 000 utilisateurs actifs, en tout cas à l'époque. Et l'idée, c'était de se géolocaliser, de dire qu'on courait à telle vitesse, je prépare le semi-marathon, et on trouvait des partenaires pour pratiquer. Ça nous a lancé dans l'entrepreneuriat. On a fait ça pendant 3 ans. On a intégré un incubateur qui s'appelle Le Tremplin, qui est basé à Paris autour du sport. Suite à ça, est née toute une aventure entrepreneuriale. Et en 2019, on s'est dit, cette application est très intéressante, mais c'est du B2C, business to consumer. On n'avait pas vraiment de business model. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans les entreprises. On s'est dit, on va décliner ce concept en B2B, business to business, auprès des boîtes. Et donc on a décliné l'idée de la rencontre autour du sport sur une nouvelle application qui s'appelait à l'époque WeMoveUp et qui est devenue WeLive, qui permet en fait de créer des challenges autour à la base de l'activité physique et maintenant de nombreuses autres choses sur une application avec un podomètre et des classements pour faire bouger les équipes. C'est ça vraiment la genèse du projet jusqu'en 2019. D'accord, donc c'est des challenges, vos clients sont des entreprises. Tiens, quel type de clients d'ailleurs? C'est dans tous les secteurs un peu? Aujourd'hui en fait on fait beaucoup de choses, on fait des challenges pour former les commerciaux, on fait des challenges pour onboarder les nouveaux salariés, on fait des challenges RSE également sur des thématiques éco-gestes, transition énergétique.
Donc on a un peu plus de 400 entreprises clientes et ça va de grands comptes type Sodexo, Dior, Pernod Ricard, des scale-up comme Payfit, mais également des TPE, PME, collectivités, écoles de commerce, c'est très large. Mais notre cœur de cible, on va dire, c'est les entreprises entre 500 et grands comptes CAC 40. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est quel type de challenge? Si on présente un peu la gamme, finalement, elle est de plus en plus large, quoi. Voilà, en fait, le but, c'est d'avoir une application qui est modulable. Une entreprise veut faire un challenge autour de l'activité physique, elle va pouvoir créer un challenge avec un podomètre, des classements entre ses salariés, et le but, ça va être de faire bouger les équipes autour de sujets comme la mobilité douce, la santé. Mais on a également des challenges de formation, où là, l'entreprise va pousser des contenus autour d'un produit ou d'un service, et avec des quiz, des sondages et du reporting, va pouvoir valider des compétences, créer des challenges entre les magasins pour des retailers ou des marques de luxe. On va avoir des challenges autour des éco-gestes, par exemple, une structure qui veut communiquer en interne sur sa stratégie RSE va pouvoir créer des challenges avec des défis photos, vidéos autour du bien-être au bureau, de l'éco-responsabilité. On a vraiment tout un panel en fait de fonctionnalités et le but c'est de pouvoir proposer une expérience digitale de team building mais engagée à une entreprise qui a un besoin bien précis et de pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté. Alors justement, à quel point c'est du sur-mesure? En fait, nous, on arrive avec un catalogue. On a une centaine de thématiques. Donc, je parlais de challenge éco-geste, challenge mobilité douce, challenge bien-être, sommeil, nutrition. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir repartir de l'existant, le personnaliser à foison ou créer son propre challenge d'une page blanche selon ses besoins. Et ensuite, va nous dire, moi, je veux le podomètre, je veux mettre des quiz, je veux pas de défis photo, je veux pas de défis vidéo ou à l'inverse, je veux que des défis photo-vidéo. Donc, c'est du semi-sur-mesure parce qu'on crée une base, enfin, on propose une base et la boîte va pouvoir moduler et créer son challenge pour répondre à ses propres besoins. Esther, il y a des objectifs qui peuvent être à la fois pédagogique et ludique, ça se rejoint souvent? C'est une très bonne question puisque notre proposition de valeur, c'est former et mobiliser par le jeu. Donc en fait, le but, c'est de dire, vous voulez former vos équipes sur un lancement de produit, vous voulez communiquer en interne sur votre stratégie RSE, faites-le par le jeu. Donc en fait, le fait de proposer des quiz qui rapportent des points, d'avoir un classement, de proposer des récompenses, de financer des projets RSE, c'est un moyen ludique de faire passer des messages, de faire de la pédagogie en interne et on se rend compte que ça fonctionne réellement puisque sur le long terme, les entreprises qu'on accompagne, on a une vraie croissance au niveau des connaissances, le reporting qui est assez poussé qu'on fait permet de valider ça. Donc nous, on mixe formation, jeu à la sauce WeLive pour faire quelque chose d'immersif et de ludique. Il y a eu une levée de fonds de 300 000 € auprès de la BPI. Sous quelle forme? Alors, en fait, on a été financé fin 2022 par la BPI qui a accompagné WeLive sur un prêt innovation. Et là, on enclenche une phase de levée de fonds un peu plus classique, c'est-à-dire avec VC, fundraising. Là, on a également la BPI qui nous a dit, voilà, en tout cas, qui était intéressée par le sujet. Ça prend un peu de temps. Le marché est un petit peu complexe en ce moment pour lever parce que voilà, récession, tous les sujets qu'on connaît. La tech est moins en odeur de sainteté qu'il y a 10 ans. Cependant, on est rentable, on est autofinancé, on a des belles métriques, on a un annual recurring revenue. Donc, on se dit que la rentrée 2023 pourrait être le bon moment pour enclencher cette levée et accélérer et prendre cette place de leader sur un marché qui est à prendre, on va dire. Merci beaucoup, Olivier Ouivet, et bon vent à WeLive. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production assistée de Marie Billat, la réalisation Elisa Bernardo et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à demain. Salut.